musée régional du Val de Travers, il y a toutes sortes d'objets, d'une échelle de pompiers de la commune de Verrières au timbre de rationnement pendant la Première Guerre mondiale. Des objets plus exotiques qui viennent par exemple de Chine ou du Japon. Et ces objets-là, en fait, ils ont été rapportés à partir de la fin du 19e siècle par des vallonniers qui ont voyagé, en particulier des horlogers qui se sont établis, qui ont travaillé, certains qui se sont enrichis aussi via le commerce horloger en Chine. L'horlogerie dans le canton de Neuchâtel, c'est quelque chose évidemment qui a été très importante, qui l'est encore aujourd'hui, dans les montagnes neuchâteloises, à la Chaux-de-Fonds et au Locle bien sûr, mais aussi au Val de Travers. Alors quand on parle d'horlogerie au Val de Travers, on pense tout de suite à la montre chinoise fabriquée à Fleurier, en particulier pendant le 19e siècle, mais précédemment on avait aussi fabriqué des pendules et des montres qui étaient vendues dans des marchés beaucoup plus proches, plus limitrophes, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et c'est que par la suite qu'il va y avoir une internationalisation beaucoup plus marquée de l'exportation de l'horlogerie du Val de Travers à l'extérieur. Dans le monde de l'horlogerie au XVIIIe siècle, par exemple, on a souvent la tendance à imaginer les intervenants, les horlogers, comme étant isolés devant leur établi, qui évoluent dans un monde de manière solitaire, que le poids du secret est très fort, ce qui fait qu'il y a peu d'échanges. En fait, c'est une image qui n'est plus du tout d'actualité. On est vraiment dans un monde qui est extrêmement dynamique, extrêmement complexe, avec énormément d'échanges. Et effectivement, si on veut exporter une production horlogère, autant être quand même bien connecté. Et ces connexions, elles sont aussi interprofessionnelles, c'est-à-dire que, en tout cas dans le canton de Neuchâtel, il y a déjà les réseaux commerciaux liés à la vente de la dentellerie sur les marchés internationaux qui sont déjà en place. L'horlogerie va aussi les exploiter, ces réseaux-là. Ces réseaux bien sûr, mais aussi les connexions qui sont faites à différents endroits, au lieu de vente, là où se vend effectivement la marchandise. Et donc on a vraiment une production locale avec une main-d'œuvre qui est particulièrement bon marché par rapport aux grands centres de production horlogère que sont Paris et Londres au XVIIIe siècle, et ce qui va aussi être une des forces de la production horlogère dans le canton et dans le Val de Travers de manière particulière, aussi parce que la profession n'est pas du tout organisée à travers une corporation ou des corporations comme c'est le cas en France ou en Angleterre. Et ça évidemment que ça va donner une très très grande liberté aux horlogers de cette époque-là. Alors dans un premier temps, les horlogers vont vendre sur place quand ils le peuvent, à l'étranger le plus souvent, et puis en fonction des connexions avec d'autres marchands qui sont actifs sur le commerce international, notamment depuis Londres pour la Chine en particulier, certains horlogers au XVIIIe siècle vont exploiter ce créneau commercial. Cela dit, c'est vraiment par le biais de certains marchands établis en Chine que ce commerce va se faire. Dans un premier temps, ce ne sont pas les Neuchâtelois qui font le voyage, et c'est vraiment par le biais de la connexion anglaise que ce commerce se met en place. Et c'est vrai que toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle va être extrêmement importante puisqu'il va y avoir une horlogerie essentiellement de luxe, avec des émaux, avec des jeux mécaniques assez poussés, des automates, des oiseaux chanteurs, vraiment une mécanique de luxe va être vendue en Chine. Après, on a pas mal de problèmes économiques, politiques, militaires, et puis il y a la Révolution française, puis les guerres napoléoniennes par la suite, donc il va y avoir un coup d'arrêt par rapport à ce commerce-là. Mais par la suite, ce commerce va se reprendre et va du coup intéresser en particulier des horlogers qui sont au Val de Travers et qui vont déjà de toute façon par le biais de connexions à Londres ou à Paris, pouvoir réactiver en fait un commerce en Chine et pour le coup s'établir en Chine. Alors on a sur cette carte postale du début du siècle passé, qui représente dans la vignette supérieure la grande rue de Fleurier, on a l'ancien blason de la commune et deux personnages de part et d'autre. Un personnage visiblement occidental et un personnage visiblement oriental qui tient d'ailleurs deux montres. Donc on a là vraiment une spécificité qui est représentée sur cette carte postale, deux montres chinoises fabriquées à Fleurier et qui étaient vendues en Chine à partir de 1820 et jusqu'à la fin du 19e siècle.
ici une montre à la chinoise, ce qui ne saute pas forcément comme ça aux yeux. En l'occurrence, c'est une montre de gousset. On a ici la couronne qui est à 12 heures. Par contre, le cercle extérieur du cadran, il n'est pas structuré comme dans une montre occidentale. Et donc, c'est un des indices qui nous dit que c'est donc une montre chinoise. On a encore une certaine particularité par rapport à cette montre, c'est-à-dire qu'on a un calendrier à 6 heures ici, ce qui était assez inhabituel pour une montre chinoise. Et puis, on a sur le boîtier une femme en buste de 3/4 qui est donc représentée sur un décor de feuilles de pampre et de vigne en fait. Les Chinois achetaient des produits horlogers en tant qu'objet de curiosité en fait, donc vraiment de quelque chose de valeur, quelque chose de précieux qui pouvait éventuellement être vendu à l'empereur ou à des hauts dignitaires, mais en tout cas ils n'achetaient pas des montres qui porteraient par exemple un décor à la chinoiserie, alors qu'en Occident évidemment la chinoiserie était quelque chose d'extrêmement en vogue. Alors, les montres qui étaient vendues en Chine et qui étaient donc vendues par paire, donc évidemment elles étaient toutes munies d'un écrin où elles étaient logées. Donc là, typiquement, on voit qu'on a un double compartiment pour pouvoir mettre les deux montres à gousset. Et puis on a également ici des petites clés de remontage qui portent l'inscription Léo Juvet, qui est un autre de ces horlogers de Fleurier qui s'est donc établi en Chine. Et donc ce qu'on voit sur ces petites clés, on a l'inscription en français, donc Léo Juvet Shanghai, et de l'autre côté, on a la marque écrite en caractères chinois. Alors on a ici un petit échantillon de poinçons avec les marques chinoises et puis leur impression sur du papier. Ça fait le lien avec les boîtes qu'on vient de voir parce que justement ces boîtes qui contenaient les montres sont gaufrées avec justement la marque chinoise. Et on a la chance d'avoir des objets qui sont vraiment des témoins de cette pratique d'adaptation à un marché chinois, mais à une production qui est d'abord réalisée localement ici au Val de Travers. Alors on a ici deux assiettes qui ne sont pas tout à fait du même goût ou du même style que les objets qu'on a vus tout à l'heure parce que c'est des assiettes qui représentent des scènes de chinoiserie, donc de comment on s'imagine la Chine au 19e siècle. Donc évidemment c'est très fantasmé, c'est la Chine du rêve, c'est pas forcément très lié à la réalité. Mais c'est intéressant de voir que c'était quelque chose d'extrêmement en vogue, les motifs de chinoiserie au XVIIIe siècle, au point d'en avoir sur les catelles des poêles, sur les papiers peints, sur la vaisselle, sur des textiles, etc. Mais la porcelaine, en plus du thé et d'autres produits qu'on s'arrachait en fait en Occident et qui venaient de Chine, la porcelaine faisait partie de ces objets qu'on voulait acheter en fait en Europe. Et pour contrebalancer en quelque sorte ces balances commerciales, puisque visiblement les Chinois n'étaient pas très intéressés à acheter des artefacts qui venaient des industries européennes, hormis l'horlogerie justement, ça c'est quand même une exception, on s'est mis à fabriquer des objets en Europe pour remplacer en quelque sorte cette production chinoise. Donc ces horlogers vallonniers qui s'établissent à Canton et puis par la suite ailleurs, vont progressivement se rendre compte qu'il y a un artisanat très intéressant et que, en tant que souvenir, c'est certainement quelque chose qui peut plaire aux membres de la famille qui sont restés sur place. Et donc, progressivement, ces vallonniers vont commencer à acheter différents types d'objets, des éventails, des objets d'artisanat qui sont réalisés en bois, des baguettes, des boîtes, des textiles divers et variés, des chaussures pour femmes, pour pieds bandés, toutes sortes d'objets qui ont une saveur un petit peu exotique et qui va nourrir en fait cet intérêt pour la Chine qui était déjà d'actualité en fait en Europe au XVIIIe siècle. On connaît la notion des chinoiseries et puis là on a vraiment un apport d'objets qui sont en réalité vendus en tant que souvenirs et fabriqués en tant que souvenirs sciemment par les Chinois qui les vendent donc aux Européens. Donc c'est vraiment un jeu de regard et d'intérêt qui se met progressivement en place et donc ces horlogers à un moment donné vont se dire que c'est peut-être aussi intéressant de faire don de certains de ces objets au musée qui
a rapidement, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, s'est enrichi de différents objets, notamment de ces voyages, de ces commerçants qui se sont établis à l'étranger, en Chine en l'occurrence. Et donc on a vraiment une très belle collection de ces objets ramenés en tant que souvenirs, pas forcément dans l'optique d'une mission scientifique ou archéologique ou ethnologique visant à documenter la vie, les pratiques, la culture de certains peuples. Là, on a vraiment plutôt une curiosité et puis un achat d'objets qui, finalement, qui racontent aussi l'histoire de ces horlogers qui se sont établis en Chine.